Bienvenue dans le débat. La démocratie américaine mise en péril par la violence avec une troisième tentative d'assassinat de Trump, cette fois au Hilton à Washington, lors du dîner des correspondants samedi soir. L'assaillant, Cole Allen, 31 ans, un enseignant originaire de Californie, est présenté à un juge fédéral ce matin. Il ciblait les membres de l'administration Trump, selon le ministre de la Justice par intérim Todd Blanche. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à la chaîne CBS. Cole Allen a envoyé aux membres de sa famille un manifeste dans lequel il évoque son projet de cibler de hauts responsables de l'administration Trump. Dans une conférence de presse, Trump a évoqué la violence politique qui est le prix à payer, dit-il, pour faire de la politique aux États-Unis. Nous ne sommes pas le seul pays concerné, a-t-il ajouté. Le président américain a salué cette fois l'efficacité des services secrets, contrairement à Butler, en Pennsylvanie, où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. On va revenir sur cette soirée du Hilton, alors que Cole Allen est présenté donc à un juge. Visait-il véritablement Trump et son administration? La violence politique aux États-Unis a-t-elle atteint un paroxysme? Les élections de mi-mandat sont-elles les plus dangereuses organisées dans le pays depuis très longtemps? Trump visé, démocratie en danger. On va poser ces questions à mes invités. Charlotte Recoquillon est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique et journaliste spécialiste des États-Unis. Nous avons également avec nous Hélène Kounz, professeure à l'INSEC Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Hugo Toudic, docteur en philosophie politique à la Sorbonne Université. Reed Brody est avec nous, avocat ancien substitut du procureur de l'État de New York. Et tout de suite, direction Washington, on retrouve Sonia Dridi. Sonia, vous étiez à ce dîner des correspondants. Quelles sont vos impressions 2 jours après ? Alors l'impression c'est qu'en effet, comme beaucoup l'ont rapporté depuis, la sécurité était assez légère. Ça fait plusieurs années que je me rends à ce dîner où traditionnellement il y a le président des États-Unis et souvent beaucoup de membres de son administration, que ce soit des démocrates et des républicains. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que pour entrer dans le lobby de l'hôtel, il suffit d'avoir le ticket du dîner qui n'est même pas scanné. On n'a pas besoin de présenter de pièce d'identité ou de prendre une chambre, ce qu'a fait l'assaillant. Et donc on arrive dans ce lobby de l'hôtel et il y a à la fois des gens en tenue de soirée, politiques, célébrités et journalistes évidemment. Et puis on croise des touristes, des gens qui sont là parce qu'ils séjournent à l'hôtel. Et ensuite on descend, si vous descendez de ce lobby, c'est là qu'il y a l'étage où il y avait le portail de sécurité que l'assaillant a réussi à forcer. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il y a un portail de sécurité. Et ensuite il a été arrêté juste à un niveau des escaliers. Vous descendez ces escaliers, il vous suffit d'ouvrir la porte et d'être dans le ballroom, dans la salle de réception. Donc c'est vrai que ça a été un moment glaçant pour tous ceux qui étions, pour nous tous qui étions présents, notamment parce qu'après avoir entendu les coups de feu, on ne savait pas exactement ce qu'il se passait. On est beaucoup à avoir cru qu'il y avait eu une intrusion dans la salle. Merci beaucoup Sonia. Sonia Dridi, donc en direct de Washington. Et on fait justement un point en images. Y a-t-il eu, oui ou non, des failles dans le système de sécurité? Stéphanie Pérez. 20 secondes, c'est ce qu'il a fallu aux membres du Secret Service pour évacuer Donald Trump. Le dispositif de protection était-il au niveau de cet événement présidentiel? Il y avait dans la salle samedi soir de nombreux hommes en noir chargés de la sécurité du président et des membres de son cabinet. On les a vus exfiltrer les personnalités, armes à la main, œil aux aguets. Ici, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Aucun blessé parmi les convives, le tireur a été neutralisé avant d'atteindre le gala. Pour le ministre de la Justice, présent lui aussi, c'est l'essentiel. On va tirer les leçons de ce qui s'est passé, mais le Secret Service a fait son boulot samedi soir. Mais de l'avis de cet ancien responsable de la sécurité des hautes personnalités françaises, le temps de réaction des officiers de Donald Trump pose question. Car les images sont flagrantes. Alors là, il y a évacuation par le Secret Service du vice-président. Ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on évacue le vice-président avant le président. À mon avis, c'est plutôt ça qui pose problème. C'est que ceux qui protègent le vice-président, c'est plus rapide. Voilà, c'est plus rapide. Hier soir, Donald Trump a affirmé que c'est lui qui a ralenti son exfiltration. Il voulait, dit-il, savoir ce qui se passait. Autre point essentiel de l'enquête, la présence de l'assaillant dans l'hôtel avant le début du gala. Comment a-t-il pu introduire ses armes, dont ce fusil? Comment a-t-il pu parvenir jusqu'au point de contrôle qu'il a tenté de forcer, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance? Selon les invités, il n'y avait pas d'autre portique de sécurité que cela, situé juste avant d'accéder à la salle.
La Maison-Blanche devrait convoquer prochainement une réunion sur les protocoles de la sécurité présidentielle. Reed Brody, je commence avec vous en direct de New York. Donc la Maison-Blanche qui va organiser une réunion en particulier sur le positionnement des services secrets. On apprend à l'instant, parce qu'il y a une conférence de presse à la Maison-Blanche, que Trump continue de faire confiance aux services secrets. En ce qui concerne justement Cole Allen, il doit avoir un juge, aujourd'hui un juge fédéral. Est-ce qu'il sera accusé, à votre avis, d'avoir visé Trump ? Ce qui se passe aujourd'hui au tribunal, c'est la comparution initiale, ce qu'on appelle en droit américain the arraignment, où il va entendre formellement les charges préliminaires retenues contre lui et entrer son plaidoyer, donc non coupable normalement. La procureure Jeanine Pirro, donc la procureure fédérale de Washington, elle-même une nomination politique très controversée, a annoncé dès samedi soir 2 chefs d'inculpation préliminaires. L'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral avec une arme dangereuse. Mais ce sont des charges provisoires. Et tout le monde attend à ce qu'un grand jury prononce une inculpation beaucoup plus lourde par la suite. Par exemple, comme vous avez évoqué, tentative d'assassinat du président des États-Unis. C'est peut-être le plus lourd, où la peine maximale serait l'emprisonnement à vie. Donc, la vraie décision sur les charges appartient au grand jury fédéral qui sera convoqué et présenté avec les preuves. Hélène Kunz, Cole Thomas Allen, il a donc 31 ans, enseignant originaire de Californie. C'est une tentative de crime politique, ce qui s'est passé? Il est, je dirais, impossible de connaître son état d'esprit. Visiblement, c'était un jeune homme relativement brillant qui a viré quelque part. Et il faut qu'on essaie de comprendre quels étaient ses motifs. Mais je trouve que tout l'incident est pour le moins malaisant. Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant les 2 mandats d'Obama, vous savez, il était des maintes fois avec des gens qui voulaient l'assassiner. Et on a réussi à avoir une situation où il n'était jamais à ce point dans ces situations où se trouve Donald Trump. Donc, 1 fois, 2 fois, j'ai du mal à comprendre comment on peut féliciter les différentes équipes de services secrets du FBI pour avoir ce résultat-là. Ce n'est pas entendable. Il y a eu des défaillances pour vous. Des grosses défaillances et avec une arme longue pour un événement comme ça, c'est incompréhensible. Et vous savez, ce qui est aussi navrant, c'est qu'on a à ce point maintenant de nos jours énormément de mal à avoir confiance dans ce qui est dit par cette administration. Je me permets même de dire régime. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quoi les motifs? Difficile à savoir. C'est difficile de savoir, hein. Charlotte Reconquillon, il y a tout de même eu ce manifeste, en tout cas c'est sorti dans la presse, le manifeste donc justement l'assaillant a envoyé, Cole Thomas Allen a envoyé à sa famille, et dans ce manifeste il dit « Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, hein, entre guillemets, un violeur et un traître souiller les mains de ses crimes », enfin c'est ce qu'il dirait, hein. Pour l'instant c'est la presse qui le dit, donc ce serait vraiment tout de même des motivations d'ordre politique. Potentiellement, encore une fois, je pense que je m'inscris dans les pas de ma collègue. C'est difficile de se mettre, pour l'instant, d'avancer sur ses motivations réelles. Et c'est vrai que en tout cas, ça devient une affaire politique. Et la question de comment c'est récupéré politiquement et le récit qu'en fait l'administration, la posture dans laquelle ils vont pouvoir reprendre la main du récit et se poser, alors à la fois en victime et en cible politique, mais aussi en héros, du coup, en survivant, aussi, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il survit à des tentatives d'assassinat, à l'homme le plus fort. Tout ça est très cohérent avec sa vision de la masculinité, de la politique, de la façon de faire. Et ce que vous disiez sur comment ça se fait qu'on a plusieurs brèches comme ça dans la sécurité, il me semble que ça va aussi dans toute la désorganisation de toutes les institutions
dont Donald Trump est responsable depuis qu'il est revenu au pouvoir. Et ça pourrait être aussi le résultat de cela, cette désorganisation des services secrets, des services de protection. Hugo Toudic, 3 tentatives d'assassinat de Trump. C'est donc le président en fait, le plus visé de la République américaine. À l'instant, on apprend que la Maison-Blanche juge, je cite, que le culte de la haine venu de la gauche a conduit à l'attaque de samedi contre Trump. Ça, c'est donc une première déclaration du côté de la Maison-Blanche. Il y a une accélération de la violence politique aux États-Unis ? Alors, une accélération, c'est un pays qui connaît cette violence depuis très longtemps. Vous avez raison de le rappeler. Il y a eu 4 présidents américains assassinés. On dit souvent que c'est le métier le plus dangereux au monde. Hier, d'ailleurs, Trump, dans son interview avec 60 minutes, a dit effectivement que c'était un métier dangereux. Il a raison, c'est un métier dangereux. Ce qui est assez fascinant, et je rejoins mes 2 collègues là, c'est que tout le monde sait que c'est un métier dangereux. Alors, comment expliquer que samedi soir, il y ait eu le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis et le président de la Chambre des représentants à la même table. Si l'assaillant était arrivé jusqu'au podium, jusqu'à la table, avait tiré, vous auriez eu les 3 premiers personnages de l'État morts. Il aurait fallu aller au 4e rang, c'est-à-dire le président du Sénat qui a 92 ans et qui n'était pas là. Comment est-il possible? Donc là, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque et je rejoins absolument mes collègues et tout à l'heure, on en discutait avant le plateau. Le directeur du FBI fait preuve d'une incompétence crasse. Nommer des gens incompétents et irresponsables au premier poste de l'État, ça a des conséquences directes. Et là, ce qui s'est passé samedi soir, c'est absolument inadmissible. Vous êtes d'accord, Reed Brody? Avant de vous poser cette question, je voudrais qu'on regarde cette vidéo qui est devenue virale de cet homme qui reste imperturbable. On l'a surnommé sur les réseaux sociaux, on l'appelle l'homme salade parce qu'il continue à manger sa salade au moment où il y a des tirs partout. Je ne sais pas si vous le voyez sur la gauche. Et donc du coup, évidemment, c'est devenu viral. Il a donné une interview à plusieurs journaux et il dit que c'est parce qu'il vient de New York qu'il ne voulait pas salir son smoking. Alors vous, Reed Brody, qui êtes justement new-yorkais, je trouvais que c'était un peu amusant cette référence à New York. Il a l'habitude, dit-il, finalement, du bruit, de la fureur, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas bougé. Et il a continué à manger sa salade. C'est juste amusant. Écoutez, ça m'a rappelé la scène dans le Parlement espagnol où il y avait un coup d'État et tout le monde s'est mis par terre, sauf le Premier ministre Adolfo Suárez et le Parti communiste de Santiago Carrillo. Mais je pense que dans notre pays, nous n'avions vraiment pas besoin de cela. Nous sommes, comme vous savez, nous sommes engagés dans une lutte existentielle pour sauver la démocratie américaine des aspirations autoritaires de Donald Trump. Et je pense que nous avons commencé même à gagner cette lutte. Trump, il est au plus bas dans les sondages. À Minneapolis, il a été contraint par la mobilisation citoyenne de retirer ses agents de ICE. Les jurés résistent, les grands jurés à Washington qui refusent d'inculper ses opposants. Dans les urnes, toutes les élections locales récentes ont confirmé une vague démocrate. Donc, pour le moment, les institutions tiennent. Mais c'est dans ce contexte, Trump était politiquement affaibli, comme il ne l'avait jamais été. Et cet attentat, comme mes collègues ont dit, comme les 2 précédents, risque de lui redonner un souffle au moment où il en avait peut-être le plus besoin. Ça réactive ce récit du martyr que ses ennemis veulent abattre parce qu'il dérange les puissants. Et pour moi, c'est la vraie tragédie de ce moment, que la violence au service involontairement de celui qu'elle prétendait combattre. Hélène Kuntz, il y a eu 3 tentatives d'assassinat contre Trump, mais il y a eu aussi, dans les 2 dernières années, 2025, 2 élus démocrates du Minnesota qui ont été tués chez eux. Il s'agissait d'un couple, me semble-t-il, Melissa Hortman et son mari. Ça, c'est juin 2025. Il y a eu un incendie criminel à la résidence du gouverneur démocrate de Pennsylvanie, l'ancien procureur d'ailleurs de Pennsylvanie, Josh Shapiro, alors que sa famille dormait. Il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, donc l'influenceur d'extrême droite tué sur le campus de Utah. Ça fait beaucoup. Vous, en tant qu'Américaine, vous avez l'impression, c'est vrai que c'est un pays qui a toujours été violent, mais qu'il y a une accélération de la violence ces dernières années?
Donald Trump donne beaucoup de souffle à cette violence. D'ailleurs, Vous pensez que c'est lui qui attise la oui, violence parce que lui dit effectivement que c'est le culte de la haine venu de la gauche, puisqu'il y a eu aussi Charlie Kirk qui a été assassiné, qui lui vient de l'extrême droite. Alors, et la veuve de Charlie Kirk était présente lors de cette soirée. Elle a été évacuée, Erica Kirk. Alors, il n'a jamais eu une prise de parole, je dirais, présidentielle pour dire que tout le pays soit ensemble, que voilà, les bords qui ne sont peut-être pas d'accord politiquement doivent trouver une vivre ensemble. Et une autre chose qu'il avait dit au podium, il attise la polarisation. Il attise terriblement ça. Dans l'image qu'on vient de voir, je me souviens en regardant, il a parlé tout de suite de son ballroom à lui, son salle de gala à lui, qui coûte 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, sponsorisé tout de même par le secteur privé. Hein. Les patrons de GAFAM sont les financeurs, les GAFAM de Silicon Valley. Donc, si vous voulez, il n'a pas eu l'idée de dire, avec ces mêmes 400 millions, on pouvait peut-être trouver moyen pour qu'il y ait moins de fusillades. Vous savez, on est fin avril au 98e fusillade de masse aux États-Unis. Une fusillade de masse est définie comme étant un incident dans le même endroit avec à partir de 4 victimes, morts ou blessés. Donc, on est à 98 fusillades aux États-Unis, 115 morts. Début de l'année. Et puis, 1er janvier 2026, et 350 blessés, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on se batte pour ne pas devenir insensible à ces chiffres qui passent un petit peu sur nos écrans tous les jours. C'est intéressant de voir ce que fait Donald Trump, Charlotte Reconquillon, parce qu'il y a eu un nombre de théories, des complots qui ont fleuri sur les réseaux sociaux et qui affirment d'ailleurs que c'est un coup monté. Que révèle-t-il finalement tous ces complotistes qui disent finalement c'est le seul dîner auquel a participé Trump, puisqu'il n'avait pas participé à d'autres dîners de correspondants avant celui-là. Et donc, du coup, on fleurit tout sur ces réseaux sociaux ces théories disant que c'était un coup monté. On en est là quand même. Je ne peux pas me prononcer sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, ça il y a une défiance à l'égard des institutions. Ça montre la défiance et l'érosion de la confiance dans le système, dans la fonction d'élu, dans la fonction politique. Je pense qu'il est quand même important de réitérer qu'on a peut-être effectivement une aggravation, une accélération qui sont nourries par Donald Trump, mais qui sont dans l'ADN de la nation américaine et de l'histoire américaine, de comment elle s'est fondée. Donald Trump est très américain pour ça. Il a une vision de la politique qui est la loi du plus fort, que ça doit passer par la violence, bien que ça passe par la violence. Les victimes sont les vrais coupables. Les victimes sont coupables d'être trop faibles. Et c'est sa vision de la politique. Donc finalement, il nourrit effectivement des comportements politiques qui vont dans ce sens-là. Et puis il y a la violence des podcasteurs MAGA, Benny Johnson par exemple sur X qui écrit « Vous ne pouvez pas vivre avec ceux qui veulent votre mort ». Donc là il accuse l'extrême gauche entre guillemets. Vous avez aussi le blogueur Mike Cernovich, « Notre pays est en guerre depuis que Trump a pris l'escalator ». Voilà, depuis qu'il est au pouvoir, attaqué par l'extrême gauche, les juges laissent faire, les élus démocrates sont en fait responsables, même certains sénateurs républicains, donc ça vient du côté de la droite, et Trump qui a accusé tout de suite aussi les discours de la gauche radicale. Donc on est effectivement dans une polarisation, cette violence extrême aux États-Unis aujourd'hui. Oui, absolument. Et pour rebondir sur ce que disait ma collègue, que je trouvais très juste, il y a quelque chose d'assez effarant quand on y réfléchit. Immédiatement après cet incident grave, la première réaction du président Trump a été de dire « C'est pourquoi il faut que j'aie ma salle de bal protégée, parce qu'il y aura des vitres qui permettront aux balles de ne pas franchir ces vitres-là, qu'elle sera blindée, etc. » Sécurisé, il y aura également sous la salle de bal. C'est ça. Absolument. En fait, et donc, on pourrait se dire, oui, c'est raisonnable, mais si on essaie de prendre un petit peu la big picture, si on s'écarte un peu, on se dit, donc, la seule solution à ces tueries de masse qui arrivent tous les jours, il faut qu'on se rende compte en Europe de ce que ça veut dire. Hein. C'est des enfants qui meurent dans des écoles, des étudiants qui sont assassinés parce qu'il y a plus d'armes en circulation aux États-Unis que d'habitants. Et donc, la solution, c'est pas de dire, attendez, on va peut-être éviter que tout le monde ait une arme, que des gens fous soient permis d'apporter une arme. Non, la seule solution, c'est que le président Trump vive dans un bunker. C'est quand même assez effarant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune
volonté politique d'arriver à dénouer ce problème. Ceux qui peuvent vivre dans des bunkers vivront dans des bunkers, et les autres, eh bien, ils iront au péril de leur vie dans les rues. Et Trump attaque les juges, il insulte les opposants. On va écouter justement son échange, puisque vous parliez de cet échange avec la journaliste de CBS, Norah O'Donnell. Après elle a lu à Trump un extrait justement du manifeste de l'assaillant. Et voici sa réponse. Ce soi-disant manifeste est stupéfiant à lire, Monsieur le Président. Il semble y faire allusion à un mobile. Il écrit ceci. Les responsables de l'administration sont des cibles. Et il a également écrit « Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains de ses crimes. » Quelle est votre réaction à cela ? Justement, j'attendais que vous lisiez cela, car je savais que vous le feriez, parce que vous êtes des gens horribles, des gens horribles. Oui, il a écrit cela. Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne. Oh, vous pensez qu'il faisait référence à vous ? Désolé, mais je ne suis pas un pédophile. Vous avez lu ces conneries écrites par un malade. On m'a associé à tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai été totalement innocenté. Ce sont vos amis de l'autre côté de l'écran qui étaient impliqués dans, disons, l'affaire Epstein ou d'autres choses. Mais je me suis dit, je vais accorder cette interview et ils vont probablement... J'ai lu le manifeste. Vous savez, c'est un malade. Mais vous devriez avoir honte de lire cela. Parce que je ne suis rien de tout ça et je ne l'ai jamais été. Monsieur le Président, ce sont les mots du tireur. Excusez-moi, vous ne devriez pas lire ça dans 60 minutes. Vous êtes une honte. Mais allez-y, finissons l'interview. L'autre chose qu'il a écrite dans le... Vous êtes une honte. Reed Brody, bon, il insulte littéralement la journaliste de 60 Minutes. Ça va justement dans cette logique de Trump d'attiser encore la violence en fait en insultant la journaliste comme il a pu le faire? Malheureusement, Donald Trump ne se considère pas le président de tous les États-Unis. Il a dit au funérail de Charlie Kirk qu'il ne voulait pas le bien pour ses ennemis. Il voulait les écraser. Quand l'ex-directeur du FBI, Robert Mueller, est mort, il a dit « Bien, je suis content qu'il est mort ». C'est quelqu'un qui joue sur la division à des fins politiques, qui met les Américains les uns contre les autres. C'est vrai que la violence est toujours sous-jacente aux États-Unis, malheureusement, que rien n'est fait contre les armes. Et ça, c'est vraiment un scandale qu'on n'ait pas pu progresser pour le règlement de la porte des armes aux États-Unis. Mais il faut aussi dire que Donald Trump cherche cela. Il veut diviser le pays. Il y a beaucoup moins de bipartisans des deux côtés. Et il a beaucoup accéléré cette tendance aux États-Unis. Cette radicalisation aussi de part et d'autre, effectivement, il y a beaucoup moins aujourd'hui de réformes bipartisanes. C'est ça qui faisait l'Amérique pendant très longtemps. Oui, terminé cette période. C'était une fierté. On en est même très loin. Alors, l'ironie, c'est que le thème de la soirée, qui n'a pas eu lieu finalement, c'était célébrant le premier amendement de la Constitution. Et vous savez, il y a un ancien journaliste de CNN, c'est Jim Acosta, il avait écrit sur Substack, il avait dit que ça aurait été peut-être pas mal que les journalistes d'eux-mêmes se retirent un petit peu de ça, disent, bon, à combien même c'est une super soirée qui est offerte par cette association, qu'on n'y va pas parce qu'on ne peut pas être à table avec la personne qui, exactement comme on vient de voir, avec Norah O'Donnell, qui est une journaliste chevronnée et très respectée, être dans cette situation de la part du président des États-Unis, c'est vraiment, vous savez, c'est l'office même de la présidence qui est tiré vers le bas. Et là, on voit qu'il demande justement la tête de Jimmy Kimmel, qui est donc un journaliste de ABC, qui donc d'ailleurs Melania Trump sur X un peu plus tôt dans la journée a demandé également sa tête. Jimmy Kimmel, pourquoi est-ce qu'ils lui en veulent autant? Racontez-nous. Parce qu'il a une audience... alors, il est plutôt humoriste. Il n'est pas journaliste, techniquement. C'est plutôt un humoriste. Il est humoriste. Il a été déjà inquiété par Donald Trump. Il a perdu son émission pendant quelques jours. Mais vous voyez, le seul riposte dans notre système capitaliste, c'est que les gens désabonnent d'une certaine partie payante de cette chaîne, etc. Et quand les dirigeants ils ont vu
autant de personnes qui désabonnent, on l'aurait mis en place. Mais c'est pas résolu, ces histoires. Il y a un autre aussi, qui est Stephen Colbert, qui va perdre sa place le mois prochain, il me semble, sous la pression de Trump. Donc, si vous voulez, c'est la glissade vers des comportements... je pense que le mot est fasciste, la glissade vers le fascisme aux États-Unis, on peut le constater, malheureusement. Et ces élections de mi-mandat au mois de novembre, donc, est-ce qu'elles vont être finalement les plus dangereuses depuis longtemps, Charlotte Reconquillon? On sait que d'ailleurs Donald Trump est plutôt très bas dans les sondages. Les élus, manifestement, ont peur, c'est ce qu'ils disent. Donc on a vu un peu l'impact sur finalement la popularité de Trump. Est-ce que ça va rehausser un peu sa popularité? Et puis sur les élus, ils ont peur en fait de se présenter. Donc ça, c'est l'autre conséquence directe. Je ne sais pas si c'est tellement au niveau des élus qu'au niveau des électeurs qu'il faut regarder et s'inquiéter, parce qu'au niveau des candidats, il y a aussi des républicains qui remettent leur poste en jeu. Les élections vont se dérouler. Il me semble intéressant de voir les élections non pas comme un moment, mais comme vraiment une saison électorale dans laquelle on est déjà lancé. Oui. Et à cette échelle-là, on voit qu'il y a déjà des perturbations, il y a déjà des déstabilisations qui sont en cours. L'administration Trump a fait pression sur certains États pour obtenir la liste de leurs électeurs, par exemple. Il y a eu des lois qui sont votées pour enfreindre l'accès au vote et au droit de vote de multiples manières. Et d'ailleurs, les États républicains ont été des laboratoires de ces initiatives-là depuis très longtemps. Donc Donald Trump accélère tous ces processus. Et ce qui risque d'être très dangereux, c'est qu'effectivement, on a un climat de contestation et de défiance qui va non seulement créer une défiance vis-à-vis des résultats potentiels, mais aussi encourager certains citoyens à potentiellement vouloir faire justice eux-mêmes, s'interposer, venir armés devant les bureaux de vote, intimider des électeurs. La population immigrée, par exemple, qui a le droit de voter, qui a été naturalisée, il y a plein de latinos qui risquent de ne pas aller voter parce qu'ils vont avoir peur soit des autres électeurs, d'autres Américains, soit de la police et d'ICE qui sera déployée aux alentours des bureaux de vote. Donc effectivement, on risque d'avoir des tensions à certains endroits, mais on est déjà lancé dans cette saison électorale déstabilisée. Est-ce que ça pourrait avoir un impact justement sur la popularité de Trump? On en parlait un petit peu au début de cette émission. À votre avis, Hugo Toudik, lui, il est à 40%. 40% des Américains interrogés par les instituts de sondage qui se déclarent satisfaits de son action, de l'action présidentielle. Donc les chiffres s'effritent au fur et à mesure. Est-ce que, parce que là, on voit qu'il va y avoir une réunion à propos justement des services secrets. On voit qu'il demande le renvoi donc de Jimmy Kimmel, qu'il attaque aussi l'extrême gauche. Est-ce que ça va le redorer un peu son blason? Alors, redorer son blason, je ne sais pas. Je ne suis pas communicant en politique. A priori, il devrait avoir une petite aide, disons, dans les sondages, mais les élections de novembre sont loin. Et en novembre, le cycle de l'actualité étant ce qu'il est, on aura sans doute oublié ce qui s'est passé. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que Trump a un projet politique d'annuler les élections de mi-mandat, de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, et que... Donc pour vous, elles ne vont pas avoir lieu, ces élections mi-mandat, parce que bon, c'est... Alors, il y a deux façons de voir les choses. Elles vont peut-être avoir lieu, mais l'idée même que ce soit peut-être est inquiétante, et il faut voir la façon dont elles seront tenues. Mes collègues l'ont très bien dit. Donald Trump cherche à rendre les élections peu sûres et à semer le doute sur les élections. Il faut quand même se souvenir que, parce que bien sûr, on peut être atterré de ce qui s'est passé et choqué légitimement, mais Donald Trump, c'est celui qui a appelé ses partisans à envahir le Capitole. Ne l'oublions jamais. Quand Caroline Leavitt, vous l'avez cité tout à l'heure, lors de sa conférence de presse, explique que le climat de violence est lié à l'extrême gauche, Donald Trump n'a rien fait quand ses partisans ont proposé de pendre le vice-président Mike Pence. Et que, évidemment, ils se sont ensuite déchaînés et ont enfreint cette terre sacrée du Capitole. Et ils ont été graciés. Et la première chose qu'a fait Trump, il a usé de son pouvoir de grâce pour gracier tous ces criminels qui sont partis ensuite faire d'autres crimes. Oui. Donc, si vous voulez, il ne faut certainement pas être victime de la rhétorique trumpiste et des affidés qui est autour de lui qui ne valent pas mieux. Reed Brody, comment sentez-vous, vous, ce climat politique à quelques mois des élections de mi-mandat, qui sont des élections importantes, il faut le rappeler, puisqu'il s'agit de la Chambre aux représentants, une partie également des sénateurs. A priori, quand on regarde les sondages, il devrait les perdre, Trump. Enfin, en tout cas, les républicains, c'est les démocrates qui devraient gagner. Et il y a tout de même ce climat, on peut dire que c'est un climat de violence en ce moment aux États-Unis.
Écoutez, ça dépend beaucoup de l'endroit où on est aux États-Unis, de si on participe ou non à la vie politique. Je suis d'accord avec mes collègues que l'administration Trump a fait de la négation électorale une politique officielle. Il a démantelé les agences qui protègent au niveau fédéral des élections. Dans beaucoup d'États, il y a des election deniers, donc des négationnistes qui ont des postes importants. Steve Bannon, l'un des proches alliés de Trump, a déclaré ouvertement qu'ils allaient envoyer ICE, donc la milice personnelle de Donald Trump, pour encercler les bureaux de vote. Et donc, on peut imaginer comment ça va intimider des électeurs. Et beaucoup des agents électoraux locaux ont déclaré dans les sondages s'inquiéter d'une interférence politique, des menaces, etc. Moi, je pense qu'on est, si des élections, et je pense qu'ils seront libres, je pense que malgré tout, quand même, il y a des gens aux États-Unis qui sont très mobilisés. Si les élections sont tenues librement, c'est la raclée. Les démocrates, avec l'architecture électorale qu'on sait, hein, c'est déjà, il faut que les démocrates gagnent une majorité de 4 ou 5 points pour avoir les chambres des représentants. Les chambres pour le Sénat qui sont en jeu sont surtout républicains, mais toutes les élections de partielles qu'on a eues ce dernier temps, on voit un changement de 10 à 30% dans les voix démocrates. Et comment vous l'expliquez, Hélène Kuntz? Est-ce que c'est justement la situation financière, la hausse de l'inflation, 7 personnes sur 10 qui disent aux États-Unis qu'ils ont le sentiment que leur situation financière s'aggrave? Elle va se jouer là-dessus, cette élection mi-mandat, plus que sur ce qui vient de se passer samedi? Je pense que la perte de la moralité aux États-Unis touche beaucoup les gens. Peut-être surtout les gens qui n'ont pas jugé bon de voter en 2024, parce que pour rappel, Donald Trump a eu 77 millions de votes, Kamala Harris a eu 75 millions de votes, mais 90 millions de personnes n'ont pas jugé bon à voter. Ça paraît incroyable. Donc je pense que là, il va falloir qu'ils se mobilisent pour que Trump, pour que les républicains perdent. Oui, mais il fallait en arriver là. Et vous savez, hein, je suis peut-être moins optimiste parce que je pense qu'il y a deux choses. On peut imaginer une situation que cet incident ou un incident similaire permettrait à Donald Trump de déclencher la loi martiale, d'une part, et très prochainement, on devait avoir un vote pour savoir si l'opération militaire en Iran est bel et bien une guerre ou pas, parce que le Congrès doit se prononcer. Donc, avec ces deux choses-là, on peut avoir, pour l'administration Trump, l'excuse tout trouver pour annuler les élections, suspendre les élections, vous voyez. Et il va peut-être chercher à légitimiser l'absence de vote. Mais les démocrates laisseraient faire Hélène Kuntz, parce que là, ça fait un moment qu'il a installé Donald Trump. On n'est plus dans la surprise. Est-ce qu'ils ne peuvent pas, au contraire, essayer de mobiliser justement l'électorat qui ne s'est pas déplacé? Les démocrates, là, ils ont du mal à être audibles. Pour être poli, ils ont du mal à être audibles. Il y a eu cette victoire tout de même de Mamdani à New York, donc il y a peut-être une ligne. Plusieurs choses dans ça. Ça, c'était un épiphénomène d'une part. C'est New York, c'est très particulier. Et surtout, est-ce que c'était vraiment les partis démocrates? Parce qu'il était DSA, un Democratic Socialist of America, et il n'avait pas réuni vraiment même nos deux sénateurs à New York pour le soutenir. Mais il a fait campagne sur l'économie. C'est ça, justement, sur... Est-ce que c'est ça qui va les peut-être leur faire gagner? Vous avez l'air pessimiste. Elles vont avoir lieu, ces élections, quand même? Vous êtes d'accord avec Reed Brody? Loi martiale, déclaration de guerre, c'est tout trouvé pour ne pas les faire. Donc vous pensez qu'à un moment donné, il va y avoir une crise politique majeure? Je pense que ça va être une très grande difficulté pour faire exécuter ces élections. Charlotte Conquillon? Moi, je ne spécule pas sur ce qui va se passer. Ce que je peux dire, c'est que... Ça fait un moment qu'on le dit aussi, hein, qu'il va déclarer la loi martiale. Ce que je peux dire, c'est que l'extrême droite... quand elle parle de l'avenir, parle de J.D. Vance et des 8 prochaines années avec J.D. Vance qui va prendre la suite de Donald Trump.
Donc ça a l'air d'être un projet pour eux bien ficelé. Et globalement, la situation dans laquelle on est, elle a été annoncée et vraiment dite, commentée par le projet 2025, par toute l'extrême droite, les influenceurs que vous citiez, etc. On n'avance pas du tout à visage masqué. Ils font ce qu'ils disent qu'ils feraient. Mais je pense qu'en dehors de la question de ce qui se passera du côté des Républicains et peut-être des divisions qu'il y a chez les Républicains, il me semble que ce qui est surtout dangereux, c'est l'absence de projet et de cohésion des démocrates. Vous venez de le mentionner. S'il y a 90 millions de personnes qui ne sont pas allées voter, il y en a plusieurs millions parmi ceux-là qui auraient pu aller voter pour les démocrates s'ils avaient eu un projet peut-être plus en phase avec la base et le mouvement social qu'il y a depuis quelques années. Or, il y a une fracture entre un establishment et une aile plus progressiste, plus radicale, et ils n'arrivent toujours pas à se réconcilier. Tant qu'ils ne seront pas d'accord sur une stratégie et un projet, ils ne pourront pas être efficaces contre les Républicains qui, malgré tout, trouvent en Trump un leader qui leur permet de faire avancer toutes leurs questions, tous les problèmes qu'il a mis de côté. Hugo Tudik, sur ces élections qui ne pourraient pas avoir lieu parce que mise en place d'un état d'urgence, crise politique liée soit à la guerre en Iran, soit à ICE. Donc... Oui, bien sûr. Je pense que si j'étais démocrate aux États-Unis, peut-être que je demanderais à ChatGPT ou à Claude, alors quel est le scénario cauchemar ? Parce que... Ils le connaissent, le scénario cauchemar. Oui, bien sûr, mais vous avez souvent certains pas besoin juristes... de ChatGPT pour ça. Mais tout est de savoir comment Trump pourra essayer d'annuler les élections. Parce qu'il y a quelque chose. Les pères fondateurs américains, donc là on remonte 250 ans en arrière, étaient effrayés d'une chose, c'était d'un despote. Ils venaient de sortir de la guerre d'indépendance, ils avaient évidemment fait cela contre le roi George III de Grande-Bretagne, qu'ils prenaient pour un tyran, un despote. Donc ils se sont organisés pour éviter qu'un despote américain, cette fois, revienne. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les élections sont décidées au niveau des États. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme en France, un ministère de l'Intérieur qui s'occupe des élections pour l'intégralité du territoire. Aux États-Unis, ce sont les États qui sont tenus d'organiser eux-mêmes les élections. Donc ça, c'est une protection fondamentale contre le fait de se saisir d'élections. Mais Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à nationaliser les élections dans les États qui votent démocrates. Et donc, bien sûr, ça peut fausser complètement... Bien entendu, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais avoué qu'il avait perdu l'élection contre Biden. Est-ce qu'on se rend compte de ce que cela signifie ? C'est quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas perdre. Reed Brody, sur ces élections, justement, est-ce que les démocrates, là on parle du fait que Donald Trump pourrait profiter en jouant, en faisant la victime, en parlant de son ballroom, de cette tentative d'assassinat samedi, mais pourquoi est-ce que les démocrates ne pourraient-ils pas, eux, en profiter, justement ? Qu'est-ce qui les empêche de s'unir, d'avoir une stratégie peut-être plus lisible ? C'est vrai que les démocrates ont beaucoup discrédité d'abord au moment de Biden. Les gens voyaient que Biden était sénile, qu'il ne pouvait pas se représenter, et les leaders démocrates se soudaient autour de lui. Je pense qu'on est, contrairement à ce que vous voyez en Europe, où le système américain rendre difficile l'unité d'un parti. Je pense que tant comme les républicains fédèrent, les démocrates devraient pouvoir être une grande tente. Donc, avoir un socialiste démocrate musulman à New York et un tech bro en Californie, un agriculteur à Iowa. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas un leader de l'opposition. Il n'y a pas de mais procédure. Gavin Newsom, par exemple, qu'on voit beaucoup, californien. Gavin Newsom, oui, enfin, les candidats ne manquent pas. Il y a le gouverneur de Illinois, Pritzker, il y a le gouverneur de Pennsylvanie, Shapiro, etc., etc. Le problème, c'est comme vous dites, il y a quand même une fracture. Et parce qu'il faut apprécier le rôle de l'argent dans la politique américaine. Les élections sont gagnées avec des millions et des millions de dollars. Donc, beaucoup de démocrates
sont aliénés de leur base parce qu'ils mangent dans la même assiette que les républicains. Oui. Ils sont loin de leur base sur le Gaza, surtout. C'est quelque chose qui a fait perdre, je pense, en bonne partie des élections. Sur des questions économiques où c'est le populisme économique, surtout à New York, dans les villes démocrates, qui gagne. Mais c'est difficile pour les démocrates, 3 années en avance, 2 années en avance, d'avoir une ligne, parce qu'il n'y a pas de leader naturel. Ça ne peut pas être Biden et ça ne peut pas être Kamala Harris. Donc ça veut dire savoir à quoi il faut trouver un Mamdani version. Oui, mais parce ça, que ça lui, marche. Lui ne peut même pas Non, se mais un présenter. Mamdani ou un Gavin Newsom ne marchera jamais Gavin à l'échelle. Newsom, il est au centre, lui, donc, Oui, mais ça ne marchera pas à l'échelle du pays. Ça marche très bien sur les côtes. Moi-même, je suis purement côtière, mais il y a tous les autres 48 États qui ont leur mot à dire. Donc, si vous voulez... Mais sur ces élections mi-mandat qui sont quand même fondamentales, parce que si les démocrates les gagnent, ces élections-là, Trump sera tout de même mis en difficulté, d'une manière ou d'une autre. Ah ben, Donc, qu'est-ce qui leur manque il y a quelques mois, qu'est-ce qui leur manque justement pour gagner? Je pense qu'ils n'ont pas trouvé comment être une partie anti-guerre, par exemple. Ils n'ont pas trouvé les justes mots. Et ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes. Et on ne sait même pas, moi je suis devant vous aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous dire qui est le chef du Parti démocrate aux États-Unis. C'est dire, hein, parce que j'y étais pendant longtemps. Donc, peut-être manque de personnalité, manque de projet, comme vous avez dit. Et pardonnez-moi, je vais juste revenir rapidement sur l'assaillant. Parce que c'est tout de même, bon, c'est un jeune homme, il est noir ou c'est un homme de couleur. Et c'est peut-être le pur hasard, hein, mais c'est vrai que souvent, dans cette administration, on cherche réellement à faire soulever la population des Noirs américains, vous voyez. Mais ce n'est pas un George Floyd, là. Et je pense qu'il y a, pour le coup, une décision collective pour dire, quels que soient les pics lancés par l'administration Trump, on ne va pas se retrouver comme ça dans la rue pour être en front contre cette administration. Donc, je suis curieuse de savoir... Il y a eu des manifestations tout de même. Oui, mais quand il y avait des manifestations de No Kings, et je sais que notre ami Reed Brody était très impliqué dedans, il y avait peu de personnes de couleur qui se sont présentées dans la rue parce que c'est ce niveau de dangerosité. Ils ont peur. Ah ben, ils ont de quoi avoir peur. Très Merci clairement. d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur cette nouvelle tentative d'assassinat contre Trump et sur justement l'assaillant. Merci Charlotte Recoquillon. Merci beaucoup Hélène Kuntz, Hugo Toudic. Merci Reed Brody d'avoir été avec nous en direct de New York. On se retrouve demain.